Bonjour, nous voici pour la correction de la fiche numéro 3 qui vous permet de découvrir les modifications génétiques. Alors j'avais l'intention de vous passer un extrait de Spider-Man, un extrait dans lequel Peter Parker se faisait mordre par une araignée génétiquement modifiée. Évidemment, on est dans la fiction, c'est grâce à ça qu'il aurait acquis ses capacités de Spider-Man, mais on va voir que la réalité n'est peut-être pas si loin. Alors avec ce petit texte, issu d'un article de Futura Science en 2016, nous explique ce qu'est la transgénèse. Tout d'abord, quel intérêt d'utiliser ce transfert de gènes? Eh bien simplement l'idée de rendre des chèvres capables de produire du lait riche en protéines de soie d'araignée, parce que celles-ci sont très résistantes, une résistance bien supérieure à l'acier, et qui aurait permis de composer des gilets pare-balles par exemple. Alors on vous demande ensuite de réaliser un schéma. Alors on peut figurer le schéma de cette façon-là. Les animaux concernés, l'araignée et la chèvre, par des simples carrés. On identifie leur ADN. Alors ici, j'ai pris un petit clip art. Et puis on imagine que dans cet ADN, eh bien, une portion, un gène, va permettre la fabrication de la protéine de soie d'araignée. Je le mets en couleur puisque c'est ce gène qui va être transféré à notre chèvre. Voilà. À qui on enlève peut-être un bout d'ADN, ou bien simplement on le rajoute à sa longue molécule. Et cette chèvre, du coup, devient capable à son tour de produire de la soie d'araignée. Voilà, schématiquement, ce qu'est une transgénèse. On revient ensuite à nos questions. Quelle est donc la propriété de l'ADN mise en évidence à ce moment-là? Eh bien, simplement que l'ADN est une molécule universelle. On peut donc transférer de l'ADN d'une espèce à l'autre, car même si les molécules d'ADN sont toutes différentes, eh bien, elles sont constituées de la même structure, des mêmes atomes à l'intérieur, qui leur permettent d'être universelles. Vous aviez un deuxième exemple à traiter. Donc si vous n'aviez pas compris le premier, peut-être que vous pouvez faire une pause et essayer de travailler sur le second tout seul. Dans cet exemple-là, toujours une transgénèse, mais beaucoup plus utilisée que celle de la soie d'araignée. Vous avez lu que l'application industrielle n'était pas pour demain. Ici, il s'agit de créer des insecticides non toxiques pour l'environnement. Ainsi, cette transgénèse pourrait présenter une alternative intéressante pour lutter contre les charançons. Les charançons, donc ces insectes nocifs pour le blé. On s'est aperçu que dans les pois, une autre espèce de céréales, eh bien, il y avait déjà un élément qui luttait contre les charançons. On a donc cherché à transférer ce gène, cet élément, ou cette capacité à le fabriquer, au blé. Le schéma de transgénèse, cette fois-ci, peut être plus schématique. On a donc nos deux espèces, le blé, le pois. Dans une cellule de pois cassé, on identifie le gène permettant la fabrication de la protéine. Et puis, on le place, on le transfère dans la cellule de blé. Ce qui permet au blé d'être capable, à son tour, de fabriquer la protéine toxique pour cet insecte, le charançon. De nouveau, on met en évidence l'aspect universel de la molécule d'ADN. La transgénèse a été utilisée aussi pour d'autres applications. Alors, on l'a notamment en art, en transférant le gène de la protéine de fluorescence verte, GFP, Green Fluorescent Protein. Ce gène a été identifié dans une cellule de méduse et on l'a transféré dans une cellule, un ovule de souris qui a donné naissance à un souriceau fluorescent. Et lorsqu'il est devenu adulte, sa peau, qui transparaît au niveau du museau, des oreilles et des pattes, est devenue fluorescente. On a aussi d'autres cas, par exemple celui du lapin alba, développé
par les laboratoires de l'INRA en France, qui est le premier lapin identifié fluorescent et qui fait partie donc du mouvement du BioArt, toujours avec le même gène issu de la méduse. Nous allons maintenant corriger la fiche numéro 4, mettant en évidence une nouvelle modification génétique que l'on appelle mutation. Tout d'abord, avec l'expérience d'Esther et Joshua Lederberg en 1952, on s'aperçoit que ces mutations sont spontanées, donc naturelles. Ils ont travaillé sur un être vivant qui est la bactérie Escherichia coli. Cette bactérie, au contact de la pénicilline, meurt. La pénicilline, pour rappel, c'est un antibiotique qui se fixe sur la membrane des bactéries et qui provoque leur mort. Lorsque ces bactéries sont mises en culture sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'on attend une multiplication cellulaire par division cellulaire, comme les mitoses que nous avons vues juste avant le confinement, eh bien, lorsqu'on ajoute de la pénicilline, on s'aperçoit que certes, certaines colonies sont mortes, normalement, mais il se peut qu'une colonie soit résistante à la pénicilline. On peut donc faire l'hypothèse que la survie d'une des colonies de bactéries s'est produite car son ADN a muté, s'est transformé au cours des multiplications cellulaires par erreur de copie par exemple, et qui l'ont rendue résistante à la pénicilline. Cette mutation est spontanée puisque l'on n'a pas fait intervenir d'agents extérieurs pour modifier l'ADN, et rare puisque c'est seulement une colonie de bactéries parmi un grand nombre de colonies qui restent résistantes à la pénicilline. Alors les mutations sont aussi étudiées au travers d'autres êtres vivants. Vous le verrez au lycée notamment, l'étude des drosophiles, des petites mouches mutantes. On les utilise comme matériel d'étude parce qu'elles ont une reproduction très rapide et donc de nombreuses générations peuvent voir le jour en peu de temps. Ici, la mutation se porte au niveau de la couleur des yeux, mais ça peut être sur le nombre d'ailes par exemple. Ces mutations, elles peuvent être aussi provoquées. On a ainsi un ensemble de produits, d'agents qui provoquent, qui génèrent les mutations, mutagènes. Alors, les rayonnements ultraviolets du soleil vont modifier la structure de l'ADN, les radiations type radioactivité aussi, tous les produits contenus dans la fumée de tabac peuvent aussi engendrer des dégâts sur l'ADN et évidemment la pollution atmosphérique. Je vous passe les autres éléments qui ne sont pas du programme de 3e. Cet ADN étant modifié, nos cellules deviennent anormales. Une cellule anormale peut, dans le meilleur des cas, être éliminée par le système immunitaire. Si jamais cette cellule anormale passe au travers des mailles du filet du système immunitaire, et bien à ce moment-là, elle se multiplie de façon anarchique et peut provoquer un petit groupe de cellules anormales qu'on appelle à ce moment-là tumeur. C'est le processus de cancérisation. Vous avez bien entendu déjà vu un grand nombre d'affiches ou de préventions autour du soleil, puisque les UV constituant les rayons du soleil sont donc des agents mutagènes et donc peuvent provoquer une mutation de l'ADN des cellules de votre peau, entraînant une cancérisation. De la même façon, à l'intérieur d'une cigarette, on va retrouver dans la fumée un grand nombre de produits qui sont pour la plupart mutagènes. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur Pronote. Bon courage!